Économie des guerres en République démocratique du Congo. Si on parlait des conséquences négatives avec le chef des travaux, Michel Michoman, il est dans nos murs. Je rappelle que cet entretien est co-animé par Madame Will Safu. Je n'ai pas massacré son nom. Prof Michel, bon dimanche à vous et bienvenue dans ces cadres. Merci beaucoup. À vous aussi également. Merci. Will Safu, bon dimanche. Bon dimanche, monsieur. Alors, prof, il faudrait que nous puissions poser les décors, mais avant de parler de l'économie des guerres, comment vous vous sentez? Très à l'aise parce que ce n'est pas la première fois. Je suis un habitué de l'émission, vous savez. Alors, vite fait, il faudrait prendre l'avion pour les États-Unis pour parler de l'accord de principe entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. En votre qualité d'intellectuel, quel est votre regard critique par rapport à cette avancée significative en termes de diplomatie? Ah oui, de prime abord, c'est un sentiment de satisfaction au vu de tous les efforts diplomatiques consentis par le chef de l'État. L'accord de principe vient accentuer tous les autres résultats déjà obtenus ici et là au Conseil de sécurité de l'ONU. Vous avez vu la voix de la RDC portée au niveau très haut par la ministre des Affaires étrangères. Thérèse Kaikwamba. Oui, exactement. Et la signature de cet accord, c'est juste une preuve de plus que aujourd'hui, la RDC n'est plus seule, comme c'était le cas à l'époque. Aujourd'hui, la RDC n'est plus enclavée, comme c'était le cas. La politique de la chaise vide a laissé place à la politique de la représentation. Et ce sont là les retombées. Alors aujourd'hui, c'est comme il y a quelques jours à la visite du conseiller spécial du président Donald Trump. À sa visite à Kinshasa, il avait bien rappelé le fait qu'il y a des préalables qui doivent être certainement réunis avant la signature de l'accord de ces deals, tant qu'on en parle tant aujourd'hui sur les médias, les deals sur le minerai avec les États-Unis. Mais seulement, ce préalable devrait commencer par quelque part. Et l'accord de principe signé, c'est parmi le préalable parce qu'il fallait que les deux États qui sont en conflit, en l'occurrence le Rwanda et la RDC, se mettent d'accord sur certains principes de base pouvant poser la fondation à la paix tant voulue par les deux parties. Mais quand il a évoqué les préalables, il faisait allusion à quoi concrètement? Il faisait certainement allusion au fait que la sécurité est un préalable très important pour que les deals sur le minerai soient alors de mise. On ne peut pas venir faire les affaires dans un environnement où la sécurité n'est pas de mise. Donc. Alors il fallait que les deux États se mettent d'accord sur certains principes tels que le respect de la souveraineté de deux pays. C'est un préalable très important, c'est en fait le signe précurseur à cette paix durable tant voulue. Mais est-ce que voyez-vous les belligérants respecter la signature de l'accord des principes? Bon, aujourd'hui, c'est une question très, très, très pertinente parce que nous savons ceux en face de qui nous sommes. Ce sont des gens qui respectent difficilement les engagements pris, mais seulement il y a un peu d'espoir, il y a une lueur d'espoir qui renaît, c'est laquelle le fait que aujourd'hui les contrats n'est pas signé sous la médiation de plateformes africaines. Mais plutôt, nous sommes là en face des États-Unis, qui est la plus grande puissance du monde, et laquelle, cette puissance attend de la RDC beaucoup. Et pour ce faire, les États-Unis doivent et ont l'obligation de protéger tous les droits, tous les avantages qui doivent bénéficier de la RDC. Alors, la lueur d'espoir qui renaît, c'est le fait que nous sommes un tout petit peu rassurés par le fait qu'aujourd'hui, la géopolitique internationale se dessine autrement. La France qui est en train de perdre pratiquement son emprise sur l'Afrique
La Russie, qui est le challenger au niveau mondial en termes de grandes puissances nucléaires, qui petit à petit est en train de prendre, parce que vous prenez le pays ouest africain, beaucoup sont en train de céder la France pour s'allier à la Russie. Alors les États-Unis se disent, en RDC, il y a la Chine qui occupe presque la grande partie des zones économiques. Alors elles aussi doivent faire de tout leur possible pour que, au travers de cet accord de principe, qu'ils mettent un œil très regardant de sorte à ce que les deux parties le respectent. Mais en termes de mesures contraignantes, si le respect n'est pas démis entre les deux parties, la grande puissance fera quoi? Les USA. Non, mais il n'y a pas de quoi faire, mais plutôt ce qu'ils doivent faire, c'est sanctionner sévèrement sur le plan économique le Rwanda, parce qu'eux ne voudront pas que tous leurs investissements qu'ils pourront faire en RDC soient piétinés. Non. Alors ils chercheront à protéger leurs intérêts en RDC. Et pour cela, ils vont sanctionner sévèrement le Rwanda. Mais dans ces cas, le dialogue direct entre les belligérants et la RDC, l'idée sera écartée. Si l'idée est écartée, qu'en est-il des Congolais, qu'adviendrait-il des Congolais qui ont pris les armes pour rejoindre la rébellion? Oui, sur cette question-là, moi j'ai toujours un raisonnement tout à fait particulier et je l'assume personnellement. Je suis d'accord sur le fait qu'il y ait un dialogue intercongolais, mais à ce dialogue, il y a des préalables. Le préalable, c'est qu'il faudra d'abord commencer par voir qui est le vrai agresseur. Est-ce que ce sont les Congolais, celles qui agressent les Congolais? La réponse est non. Le principal agresseur, c'est le Rwanda. Ainsi, s'il y a déjà un compromis trouvé de très bonne manière avec le principal agresseur qui est le Rwanda, alors il y a possibilité de revenir maintenant au niveau interne pour se mettre autour d'une table, nous sommes les fils du pays, et savoir comment on peut trouver solution à nos problèmes, à nos différends. Donc à ce niveau-là, je me dis, premièrement, il faut d'abord que la vraie négociation se fasse avec le principal agresseur qui est le Rwanda. Et si une fois on s'est mis d'accord sur, tel que avec l'accord de principe qui a été signé, mais il y a d'autres préalables doivent suivre. C'est comme par exemple le retrait sans condition des troupes rwandaises sur le sol congolais. Ça, c'est un préalable très important qui doit suivre juste après l'accord. Et après ça, maintenant, on se mettra autour d'une table. À l'africaine, on se dit, nous sommes les fils du Congo. S'il y a des différends entre nous, on peut les résoudre. C'est tout à fait normal. Entre nous, il n'y a pas de problème. Seulement, il y a une nuance. Est-ce que, parce que nous allons nous mettre autour d'une table en tant que Congolais, et cela va faire disparaître tous les crimes de guerre, tous les crimes contre l'humanité commis? Je ne crois pas. Ce n'est pas le fait que nous allons nous mettre autour d'une table que tout le monde sera blanchi automatiquement. Il y a un souci à ce niveau-là. Ainsi, bien que nous nous mettions autour d'une table, mais il faudra que ceux qui ont commis des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, soient interpellés. Mais ça, il faut que il la justice fasse son n'y aura pas travail des à ce cassures niveau. quand on veut de la cohésion nationale et on voudrait avancer crescendo, que l'on puisse fouiner dans le passé. Je ne suis pas partisan de l'impunité. Je crois que le mal reste mal, l'infraction c'est une infraction, un crime reste crime. Lorsqu'on l'a commis, s'il faut au nom de la paix oublier tous les crimes commis, est-ce que vous allez aussi au nom de la paix revenir à la vie tous ceux qui ont perdu leur vie? Vous savez combien de femmes ont été violées? Combien de personnes ont été tuées suite à la prise par force des Goma et des Bukavu par le rebelle? Est-ce que toutes ces vies-là seront remises? Je ne crois pas. Ainsi, si nous nous mettons autour d'une table, oui, je suis d'accord, mais il faudra que nous parlions autour d'une table des questions liées au développement de la RDC, mais également de comment ceux qui ont commis des actes odieux soient alors réprimandés. Mais par le passé, nous n'avons pas une jurisprudence pareille. On se rappelle des rebelles qui ont pris les armes contre la République par le passé, et dès que le gouvernement a été dessiné, ils ont été nommés au poste de commandement dans des gouvernements, pour ne pas citer
beaucoup qui ont rejoint les camps de la vérité. Oui, mais vous savez, il y a toujours une fois pour chaque chose. La première fois existe toujours. Alors, s'il n'y a pas eu, on garde, il y a jusqu'à aujourd'hui aucune jurisprudence, mais moi je me dis, cela peut arriver pour la première fois et ça servira désormais d'une jurisprudence. Parce qu'on a connu un plus 4, hein. il y a des gens qui avaient pris les armes, Ah et oui? puis voilà, avant d'aller à Sun City, on sait comment l'histoire politique de la République s'est racontée. Mais c'est et puis, ça les conséquences. Les conséquences de le fait de tout oublier, de penser que parce qu'on s'est mis autour d'une table, alors tout le monde s'est blanchi automatiquement. Les conséquences, c'est ça. Il y a eu pas mal d'accords déjà signés. Mais qu'est-ce que ces accords-là ont apporté comme un plus à la paix durable? Rien. Aujourd'hui, même si aujourd'hui on se mettait encore autour d'une table pour signer, je suis d'accord avec le chef de l'État lorsqu'il tape du poing sur la table pour dire en tout cas je ne suis pas d'accord sur le fait qu'on vienne sur un accord encore et puis après c'est de brassage, de mixage. Non, ça ce n'est pas une solution, c'est plutôt une façon de consacrer encore l'infiltration de nos institutions, de l'armée, et ça fragilise l'arsenal juridique, l'arsenal d'armement. Voyez. Très bien. Will Safu, vous avez la parole pour questionner Michel Michoma, le chef des travaux. Monsieur Michouma, bonjour. Merci, bonjour à vous. Ouais, le budget 2025 prévoit-il réellement une prise en compte sérieuse de la crise humanitaire et économique de l'Est ou est-ce encore de la politique d'annonce? Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Merci, c'est une question très pertinente et très pratique. Déjà dans l'élaboration du budget, il y a ce que nous appelons les imprévus. Le budget prévoit, parce que le budget en soi c'est une prévision, et la prévision a un caractère futuriste. Et tout ce qui est futur est pratiquement obscur, personne n'en a la maîtrise à 100%. Et pour cela, ceux qui élaborent le budget, au ministère du budget, il y a une direction, la direction d'études et programmation budgétaire, qui s'occupe d'études de différents imprévus qui peuvent surgir en pleine exécution du budget. Et qui, ces différents imprévus-là, peuvent avoir un impact direct sur le plan de programmation budgétaire, le PEB. Alors, parce qu'il y a déjà des imprévus prévus dans le budget. Mais seulement, quand est-ce que ces imprévus vont se réaliser? Là, on ne sait pas. Bien qu'on ait déjà prévu dans le budget de marge comme ça, mais les moments exacts que ces imprévus vont se réaliser, ce n'est pas connu. D'où il se pose un problème de la mobilisation de ressources et de financement des cas liés aux imprévus tels que des catastrophes naturelles, tels que des externalités négatives, tels que de guerres, comme des conflits d'agression, et ainsi de suite. Voyez? Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait des prévisions comme ça, mais quand est-ce que cela va se réaliser pour que l'on puisse déjà programmer cela dans le plan d'engagement budgétaire? Là, ce n'est pas connu. D'accord, merci. Et le franc congolais subit régulièrement de pression. Peut-on vraiment parler de stabilité économique en ce moment? Il est pratiquement impossible de parler de stabilité économique en temps de guerre. Parce que déjà, parmi les conséquences même de la guerre, il y a l'instabilité du cadre macroéconomique. Et quand on parle de l'instabilité du cadre macroéconomique, on fait allusion à plusieurs agrégats macroéconomiques, tels que par exemple, partout où il y a la guerre, il y a une augmentation sensible du taux de chômage. Il y a beaucoup de ceux qui travaillaient, mais qui se retrouvent automatiquement au chômage parce que les activités ont été interrompues, parce que le business sont à terre. Vous savez, dernièrement, je prends juste les cas très concrets de Goma. Nous avons vu les images ensemble, comment, à la prise de Goma, après, il y a eu, ça n'est suivi de pillage. Ah oui. Et le pillage, qu'est-ce qui s'est passé? On vient, on trouve un magasin plein de marchandises
on casse, on entre, on prend, on emporte tout. Et vous savez, pas seulement qu'il y a des conséquences liées de manière directe à à l'investisseur, ça veut dire le propriétaire du magasin, mais également ces magasins-là engagés 2, 3, 4, même 10 travailleurs, personnes. Alors, vous voyez que pas seulement le propriétaire perd son business, son activité commerciale, mais également ceux qui travaillaient là vont directement au chômage et ils sont privés du revenu qui leur permettait la satisfaction de leurs besoins. Voyez. Donc, il y a vraiment des conséquences et on ne peut pas parler de la stabilité économique dans ces conditions-là. Donc là, ce sont des conséquences qui sont tout à fait négatives de la guerre. Exactement. La guerre n'a que, pour moi, des conséquences négatives parce que si on parle de la guerre en termes de conséquences, on ne doit pas se positionner comme étant de belligérants, comme étant de pillards, de rebelles, mais plutôt on doit se positionner comme étant des victimes, comme étant la RDC qui, aujourd'hui, existe sans contrôle sur la partie Est. Mais quand on parle généralement de la notion relative à l'économie des guerres, que doit-on comprendre en toile de fond? Ouais, l'économie de guerre, c'est en fait une branche de l'économie consacrée à l'étude de réalités économiques et sociales liées à la situation des guerres. Ça peut être soit par exemple lorsque un pays est agressé, ou soit qu'un pays fait l'objet de guerres, d'agression ou de rébellion, comme ça. Alors dans ces conditions-là, il y a une branche de l'économie qui réfléchit autour de comment on peut maintenir à un certain niveau les agrégats macroéconomiques pour que cela n'ait pas de répercussions très significatives et majeures sur la population. Parce que l'économie bénéficie à la population. Mais 30 ans, plus de 30 ans maintenant que cette guerre d'agression nous est imposée dans la partie orientale, les agrégats de l'économie macroéconomique en RD Congo ont été réfléchis pour trouver le juste milieu. Oui, dans le domaine de l'économie de la guerre, vous savez, il y a en fait des types de guerre, dans des situations de guerre. La première situation, c'est une guerre avec une situation sociale relative. Ça veut dire qu'il y a la guerre, mais il y a possibilité que les activités se déroulent normalement et que le pays, ça veut dire le pouvoir public, a encore une mainmise sur les activités de cette contrée-là. Ce n'était pas le cas à Bunagana? C'était le cas à Goma? Non. C'était le cas avant la prise totale des localités occupées par les rebelles. Là, on était dans une situation de guerre, mais avec une situation sociale relative. Ça veut dire que le pouvoir public avait encore une mainmise sur le contrôle des activités, bien qu'il y avait toujours des assaillants qui pouvaient faire leurs assauts à tout moment. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le cas d'une guerre stricte. Il ne s'agit pas ici d'une situation sociale relative, mais plutôt d'une situation stricte dans laquelle les rebelles ont l'emprise totale de contrées occupées. Et le pouvoir public perd totalement les contrôles. Alors, dans ces conditions ici, il n'y a pas possibilité que les mesures soient prises au niveau du gouvernement pour satisfaire la population des contrées occupées. Vous voyez? Donc, il y a coupure totale des contacts entre la population et le pouvoir public. Ainsi, les mesures à prendre doivent être, on va en parler certainement lorsqu'on va parler peut-être de remèdes, et ça doit s'adapter à cette réalité-là. C'est différent dans les cas où nous sommes, comme je venais de le dire ici, d'une situation relative, où le pouvoir public a encore une mainmise sur les activités. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus dans ces contextes-là. Oui, Monsieur Michel. Vu la situation de Kinshasa plutôt calme et le regard de la population sud-kivusienne
tourner l'espoir vers Kinshasa. Est-ce que les décisions prises à Kinshasa tiennent réellement compte de la réalité économique sur le terrain de l'Est? Donc, vous voulez savoir si les décisions que Kinshasa prennent Tiennent vraiment... ont un impact sur la population de Goma, de Bukavu, c'est ça, hein? Oui, Bon, c'est comme je venais de le dire. Aujourd'hui, nous sommes dans une On n'a pas situation oublié de guerre. Bunagana, Oui, mais Bukavu et... oui, nous sommes Bunagana, c'est le Sud Kivu et tout ça. Donc, en fait, nous sommes ici, comme je venais de le dire, dans une situation d'une guerre stricte. Ça veut dire la rébellion occupe toute la partie et ne laisse pas l'accès aux autorités légitimement établies d'avoir accès ni leurs décisions d'avoir un impact. Il n'y a pas possibilité. C'est ça même, c'est que vous voyez que dernièrement, récemment ici, il y a eu l'annonce de la réouverture de la Cadeco. Cadeco, oui. oui. Mais quelques jours après, il y a grincement dedans partout. L'argent ne circule pas. Pourquoi? Parce qu'il y a coupure totale. Oui. Il y a coupure totale. Aucune décision prise par Kinshasa sur le plan économique ne peut pas se faire vivre là-bas. Parce qu'il n'y a pas contact. Vous voyez? Toutes les banques, nous sommes dans notre forme d'État, c'est le système décentralisé. Ça veut dire toutes les entités territoriales, bien qu'il y ait une certaine autonomie, mais elles dépendent de manière directe du pouvoir central. Et Kinshasa, c'est le siège des institutions. La banque, toutes les banques, presque la majorité, il n'y a que, je crois, la Tembe qui a la direction générale à Lubumbashi, mais les restes des banques ont comme direction générale à Kinshasa. La Banque centrale a sa direction générale à Kinshasa. C'est ce qui fait que, parce que ce sont les directions générales qui approvisionnent les succursales de toutes les différentes entités territoriales décentralisées, ainsi, lorsqu'il y a coupure, alors ces entités ne sont plus approvisionnées en liquidité. Alors, elles sont totalement privées de liquidité. C'est ce qui fait que, même si là-bas arrivaient à ouvrir Cadeco, soi-disant, mais Cadeco va s'approvisionner où? Va s'approvisionner dans quelle banque centrale? Parce que toutes les banques, toutes les caisses d'épargne, toutes les institutions de microfinance sont dépendantes directement de la banque centrale. Alors, ouais. Donc, face à votre intervention, donc, aucune technique pratique à subvenir aux besoins économiques de cette population? C'est de ça dont vous faites allusion? oui, La population est délaissée par le gouvernement central. La population n'est pas délaissée par le pouvoir central. Il y a les efforts qui sont en train d'être fournis pour que, dans un avenir très proche, on venait ici de parler de l'accord de principe signé entre le Rwanda et la RDC. C'est déjà un pas vers la recherche d'une solution durable, de sorte que les pouvoirs légitimes reprennent le contrôle de toutes les entités, mais aussi que la population soit alors remise en ses droits. Mais avant le retour de la situation normale, cette population, elle reste dans les statu quo où ce sont des belligérants qui s'imposent sur terrain, sèment la terreur et la désolation, d'où la préoccupation de Mme Will de tout savoir. Moi, j'ai plutôt des pistes de solutions que je peux proposer à l'État pour parvenir à épauler un petit peu cette population-là qui est privée pratiquement de tout. Je pars d'une simple analyse. On prend Goma. Quelles sont les caractéristiques de prise des localités par les rebelles? Qu'est-ce qu'on constate dans la plupart des cas? La population se déplace. La population se déplace vers où? Vers des localités environnantes dans lesquelles elle estime qu'il y a un petit peu la paix. Parce qu'elle fuit la guerre. Et cette population se dirige vers les localités où il y a la paix.
C'est ce qui s'est passé à Goma et les autres localités environnantes, à Bukavu ainsi que les autres localités déjà occupées par les rebelles. Toute cette population-là a pris fuite vers des localités environnantes. Par exemple, aujourd'hui, c'est presque chaque jour qu'à Kalemi, on reçoit les gens, la population qui fuit la guerre à Bukavu, à Uvira, tout ça, à Kamanyola, mais qui traverse le lac vers Kalemi. À Bunia, c'est la même chose. À Beni, il y a pas mal de la population qui quitte Goma, les autres localités là-bas, qui fuit vers Beni, vers Butembo, vers Bunia. Alors, qu'est-ce que l'État peut faire? Au lieu de rester seulement sur le fait qu'on doit tendre la main vers les organisations internationales pour amener de l'aide humanitaire, mais plutôt, nous avons un ministère plutôt chargé Des affaires sociales. des affaires sociales. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut que ces ministères-là soient aujourd'hui très actifs dans les localités qui ont reçu beaucoup de réfugiés internes. Mais le couloir humanitaire n'a pas été ouvert. Oui, La ministre ne sait pas se rendre dans les zones occupées par les rebelles. voilà. C'est pourquoi moi je dis, on ne se rend pas dans des zones occupées par les rebelles, mais on se rend plutôt dans les zones périphériques qui ont accueilli les grands nombres de réfugiés fuyant la guerre et pour se réfugier dans des zones un peu pacifiées jusque-là. Alors dans ces zones-là, quand on vient avec de l'aide, on ne doit pas toujours amener des lits, des matelas, de vivre et non vivre. Oui, ça c'est Ce n'est une pas aide. C'est insuffisant. C'est très insuffisant, mais plutôt ça n'aide pas la population de Il y a manière... également des enveloppes qu'on leur donne pour leur soulager tant soit peu pour trouver une garantie locative. Oui, mais vous savez, il y a un adage qui dit, si vous me donnez un poisson, c'est vrai, je vais étancher ma soif, je vais manger. Mais si vous m'apprenez à pêcher, alors cette fois-là, je n'aurai plus jamais faim parce que chaque fois, c'est moi-même qui irai pour attraper mon Mais poisson. ils doivent attendre le retour au calme pour que les activités socio-économiques ne démarrent. Mais pendant ce temps, le gouvernement, par le truchement des affaires sociales, est dans l'obligation de les assister. Assister Oui. consiste aussi à prendre des mesures conjoncturelles. Je ne parle pas ici de mesures structurelles, mais plutôt je parle de mesures conjoncturelles, économiques, visant à autonomiser tous ces déplacés-là, à leur faciliter une très bonne intégration sociale dans les environnements qu'ils occupent désormais. Parce qu'on ne sait pas. En faisant quoi Quand concrètement? la guerre, Oui. voilà, quand la guerre commence, on sait. Mais quand la guerre finit, Personne, on ne sait jamais. on ne sait jamais, oui. Voyez? Alors, ces gens-là, si vous voulez apporter aujourd'hui un soutien, vous donnez à chacun 500 000 francs. C'est pour qu'ils utilisent ça, qu'ils mangent ça pendant combien de temps? Voyez? Alors, ma proposition est celle-ci. Quand on amène de l'aide, mais plutôt qu'on amène des petits projets créateurs de revenus, qu'on initie ces gens-là à s'adapter aux nouveaux environnements dans lesquels ils vivent désormais, en leur apprenant comment et qu'est-ce qu'il faut, par où il faut toucher pour se procurer ne fût-ce qu'un petit revenu à travers une petite activité créatrice de revenus. On ne doit pas seulement aller soutenir des gens avec des matelas, avec des poulets, des sissi. Ils mangent aujourd'hui, le ministre plutôt quitte les lieux. Demain, la même personne crie encore, nous n'avons plus... Aux affaires sociales, c'est une dame, hein, la ministre. Ah, c'est la ministre Oui, qui est d'accord. Nathalie Azizamounana. Exactement. Donc, voilà pourquoi moi je dis, il faut que, quand la ministre fait une descente, elle peut faire une descente, mais qu'elle s'accompagne avec des gens qui peuvent aller former ces gens-là dans les activités génératrices de revenus. Comment ces gens-là peuvent intégrer les nouveaux environnements. Mais il y a une structure de cet acabit qui existe au niveau du ministère des Affaires sociales, hein, qui est spécialisée dans la formation des désœuvrés, surtout ceux qui sont victimes de cette guerre d'agression qui nous est imposée dans l'Est. Exactement. Mais est-ce que cette structure-là joue pleinement son rôle? C'est ça la question. Parce que dans la plupart des cas, les aides, nous voyons, ce sont des aides
que nous voyons déjà, on vient, on amène des vivres et non-vivres, et puis après, on est parti. Mais qu'est-ce qui s'est fait juste après? C'est grave. Vous voyez? Oui, monsieur, s'il vous plaît. Nous parlons beaucoup plus de la crise à l'Est. Pourtant, la Est occupe la plupart du terrain minier et il y a certains experts estiment que la RDC dépend trop de matières premières. Cette dépendance n'est-elle pas une faiblesse relevée par cette crise? Oui, exactement. C'est parmi les conséquences, peut-être qu'on ne les a pas énumérées de manière à lister, mais plutôt, il y a plusieurs conséquences de la guerre. Et surtout, nous avons une économie dont la grande partie de notre PIB proviennent du secteur minier. Dans ces conditions-là, c'est tout à fait normal que lorsque la partie Est, qui est la partie essentiellement minière, est menacée par la guerre, cela a un impact direct sur les ressources, sur le budget de l'État. La mobilisation est impactée également parce que les différentes régies financières n'ont plus accès. La DGDA n'a plus accès à la frontière du Rwanda. La DGI n'a plus accès à toutes ces directions provinciales. Donc cela a un impact direct sur la mobilisation des ressources. Oui. Mais également, on s'est dit, est-ce que, parce que vous avez posé la question, ça révèle en fait la faiblesse de l'économie. Je suis d'accord avec vous. C'est pourquoi moi, partout, je parle de ça, de cette question. J'ai toujours conseillé à ce que nous puissions parvenir à l'idée, la vision du chef de l'État de ce que le sol doit prendre la revanche sur les sous-sols. Ça veut dire chercher à diversifier l'économie de sorte que l'on arrive à promouvoir un tout petit peu les activités agricoles. Mais entre les dire et les faire, il y a un hiatus. Oui, c'est Le chef de l'État voudrait bien, mais quand est-ce que cela va se concrétiser? Mais surtout que c'est l'économie de la RDC qui est perturbée. Et surtout, on doit relever les défis à l'Est. Du coup, vous pouvez nous dire, franchement, est-ce que la RDC a aujourd'hui le moyen financier et politique pour relancer son économie sans régler la crise à l'Est? Oui, exactement. Il y a possibilité de régler la situation. Les mesures sont nombreuses que l'on peut prendre de manière conjoncturelle. Ça veut dire réadapter les prévisions budgétaires à la situation, dans le sens à permettre à ce que, si par exemple, je vais aller en français très facile, si par exemple qu'on avait prévu construire 20 hôpitaux, alors on peut réduire. On s'est dit on ne va plus construire 20 hôpitaux, on va construire 15. Il y aura déjà une partie des ressources qui y est récupérée. On s'était par exemple dit qu'on va construire autant de routes, mais on diminue. Alors c'est une façon de réadapter le budget à la situation, parce que c'est une situation imprévue, comme on venait de le dire. C'est sous forme, c'est comme une catastrophe naturelle. La guerre, personne ne peut la prévoir. Elle arrive, mais plutôt il faut aller avec. Voyez. Après la guerre, parce que vous avez posé cette question-là, après la guerre, il y a aussi des mesures qui doivent être prises pour permettre à ce que les contrées occupées avant par les rebelles soient alors récupérées. Et sur le plan économique, que l'on voit comment, dans quelle mesure on peut améliorer les agrégats macroéconomiques dans ces environnements-là aussi. Madame Will. Oui. Maintenant, nous nous demandions, pouvez-vous nous donner quelques techniques économiques auxquelles actuellement le gouvernement fait recours pour rassurer la population? Oui. Premièrement, vous avez vu, on a... Là, on parle déjà des remèdes. Oui. Okay. On a demandé à ce que l'on réduise le train de vie des institutions. C'est parmi les mesures phares qui permettrait à ce que l'on récupère certaines ressources qui devraient être allouées aux institutions, mais qui désormais seront utilisées pour des actions concrètes dans des environnements de guerre occupés. Mais également, c'est comme je venais de le dire, il y a ce que nous appelons la révisitation budgétaire. Ça veut dire,
on essaie de revoir un petit peu le budget et l'adapter aux réalités du moment, selon que le pays n'a plus la même mise sur des provinces. Et des provinces, chacune contribuait à un certain pourcentage au budget. Et désormais, parce que ces provinces-là ne sont plus au contrôle du pouvoir, alors désormais, le budget doit être revu en baisse. Et les ressources doivent être récupérées également mais il y a d'autres mécanismes. Par exemple, il faudra que le ministère des Finances fasse appel à l'épargne publique. Faire appel à l'épargne publique, ça veut dire on peut émettre sur le marché les bons de trésorerie à partir desquels on peut directement mobiliser les fonds et combler les vides. Ça veut dire couvrir un petit déficit qui peut être généré par le fait que les deux provinces ne contribuent plus au budget de l'État. Il y a toute une panoplie comme ça de mesures qui doivent être prises de sorte à mobiliser davantage les ressources et cela permettra à trouver un certain équilibre de sorte à ce que la population ne soit pas toujours pénalisée. Oui. Vous parlez de mesures. Quelles mesures, par exemple, soient un peu plus explicites? Plus explicite, j'ai dit que ce que l'État doit faire, par exemple, à travers le ministère des Finances, on doit émettre les bons de trésorerie. Les bons de trésorerie, ça veut dire quoi? Le ministère se dit, nous avons besoin de 2 milliards. Les 2 milliards, tout celui qui peut amener cet argent-là, on lui donne une reconnaissance, un titre, ce qu'on en appelle ça un titre de créance. On lui donne un titre de créance qu'il garde et l'État lui promet, je viendrai rembourser cet argent l'année prochaine. On suppose que l'année prochaine, la situation sera déjà calme. Okay. Mais ça se passe de manière directe avec les banques commerciales. Ce sont les banques qui achètent ces titres-là et mettent à la disposition du Trésor les fonds demandés. Ce qu'on appelle aussi les adjudications. Okay. Voilà. Alors ça, c'est une des mesures. L'autre mesure, c'est la révisitation budgétaire. On s'est dit, parce qu'on est privé des ressources qui provenaient du nord et du sud Kivu, alors nous allons revoir le budget et l'adapter à la réalité du moment. Alors cela va permettre également de récupérer une partie des ressources. C'est comme l'exemple que j'ai donné. On avait par exemple dans le budget prévu construire 10 hôpitaux. On revoit en baisse, on dit désormais on va construire 5 hôpitaux. Alors les ressources qui devraient être affectées aux 5 autres hôpitaux seront alors affectées à autre chose pour subvenir aux besoins de la population en guerre. La baisse du train de vie des institutions. Si dernièrement, j'ai suivi le président de l'Assemblée nationale qui réclamait le fait que depuis un certain temps, il n'obtenait plus le frais de fonctionnement. C'est tout à fait normal parce que nous sommes en guerre, nous sommes dans une optique de diminution du train de vie des institutions. Devrait-il se plaindre quand il savait pertinemment que nous sommes en période de guerre? Bon, je lui reconnais les droits comme étant le gérant d'une institution. Il a besoin de fonctionner. C'est tout à fait normal parce qu'on doit aussi savoir que ce n'est pas parce qu'on est en guerre que les institutions doivent tomber en faillite. L'État ne tombe pas en faillite. D'une manière ou d'une autre, l'État doit exister parce que c'est l'État qui doit trouver solution au problème. Alors si l'État faillit, c'est qu'il n'y aura pas de solution. C'est tout à fait normal qu'il se plaigne, mais seulement il faut qu'il y ait cette harmonie-là de gestion, que les décisions soient prises de manière à ce que cela ne frustre pas les uns au profit des autres. Parce que c'est une action commune. Alors il ne faut pas qu'il y ait, que ça donne l'intention de crises institutionnelles, ce n'est pas bon. Est-ce que la réduction des trains de vie des institutions ne devrait pas aussi avoir un soubassement de supprimer certaines institutions qui sont budgétivores? Oui, ça aussi, c'est une des manières
de diminuer le train de vie des institutions. Parce qu'il y en a aussi, il y a vraiment des institutions qui sont budgétivores, mais qui ne servent à... Parce que Roland Ankoye est toujours payé au niveau des... Qu'est-ce qu'il fait avec au niveau des ces Sensa. trucs-là de Sensa? Et c'est l'argent du contribuable Oui. congolais qui part gratuitement. Ça n'a plus sa raison d'être. Et récemment, ici, j'ai vu parmi les documents, bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais je l'ai dit au conditionnel, qu'il serait parmi ceux qui ont adhéré au groupe rebelle. Ah oui, je ne confirme rien, je n'ai pas cette information. Madame Ah Will, oui, est-ce que vous ouais. avez fini vos questions? Non, vu le budget déjà acquis, tel que vous l'expliquez, maintenant, y a-t-il une mise à pied un peu palpable sur terrain à l'Est? Parce que il y a la famine, il y a la situation indélicate et vous parlez des mesures. Enfin, les mesures sont vraiment vivantes, elles sont vraiment explicites là-bas. Oui, les mesures ne vont pas se faire entendre parce que, c'est comme je le disais, il n'y a pas de mesures directes sur la population qui est restée dans des entités occupées. C'est difficile que les mesures se... Mais plutôt, j'ai parlé ici des mesures qui peuvent se faire entendre, c'est ce que moi je propose. Ce que moi je propose, c'est aller vers les populations qui se sont réfugiées dans des entités pacifiées jusque-là. Et parce que la plupart de ces populations-là ont toujours des ramifications avec un certain nombre de ceux qui sont restés. Je ne sais pas si vous Non, mais c'est comprenez. clair. C'est clair. Donc, quand on vient, on prend Bukavu, une partie de la population fuit vers Uvira, prend le bateau, traverse vers Kalemi. Certainement, cette population-là qui s'est réfugiée à Kalemi a des ramifications avec ceux qui sont restés à Goma. Alors, si on identifie cette population qui est à Kalemi et qu'on lui venait en aide, pas des aides, comment je dirais, Des dons des de aides matelas, constantes. des pagnes, Oh oui, non. des poulets. Non, 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 non. Mais plutôt une aide qui soit dynamique. Une aide qui soit à mesure de responsabiliser quelqu'un de sorte à lui permettre de faire une très bonne intégration sociale. Comme Alors, quoi, c'est- par exemple là, Comme c'est par exemple, vague. on vient, on identifie, madame, monsieur, vous êtes là, vous êtes réfugié, ok, d'accord, voilà comment ça se passe ici. Vous êtes dans un nouvel environnement, voilà comment les choses se passent ici. Si vous voulez acheter, voilà là où on achète, voilà là où on vend, voilà comment ça se passe. Et on peut même aller au point de construire des petits marchés momentanés où on donne à chaque réfugié un petit étalage avec un petit capital, avec la possibilité de l'accompagner. Comment il peut acheter et comment il peut vendre en supprimant tout ce qui a trait aux taxes d'étalage, tout ça, parce que c'est une façon de les accompagner. Ce sont des mesures, des exceptions fiscales comme ça qu'on peut les raccorder. À cette personne-là, qui désormais a un revenu journalier, ce revenu journalier va lui permettre pas seulement de subvenir à ses besoins, mais aussi il peut alors, cette fois-là, être un soutien de manière directe vis-à-vis de tous ces apparentés qu'il a laissés à Goma. Donc, de cette façon-là, on peut alors résoudre facilement, on peut prendre des mesures qui peuvent avoir un impact direct sur les populations de contrées occupées par le rebelle. Pris par le temps, nous courons vite fait derrière la montre. 2028 approche à pas de géant. C'est le second mandat du président Tshisekedi. La guerre, c'est un imprévu, vous l'avez souligné. Mais les Congolais se demandent, est-ce que le président Tshisekedi réussira son mandat quand on sait que le social, qui est le maître mot de sa gouvernance, est en train de balbutier et de boitiller? Oui, de ce point de vue, je fais partie de cette population qui vit au quotidien à Kinshasa, en RDC. Je sais à quel niveau la vie est un petit peu difficile. Et j'ai toujours voulu faire comprendre par les émissions que je fais au chef de l'État qu'il a droit
de se faire entourer de technocrates. On doit quitter à un certain moment cette compréhension-là selon laquelle si tu n'es pas recommandé par tel parti politique, tu ne peux pas briguer un poste de responsabilité. On doit en fait arriver à un certain moment à quitter cet esprit-là, cette compréhension-là des choses. On doit s'entourer de technocrates. Il y a possibilité que, même en temps de guerre, parvenir à rectifier la tendance et à réussir vraiment ces mandats. C'est possible. Vous savez, on a vécu un scénario, je ne sais pas si vous allez vous rappeler, des chinchards commandés à l'époque, au niveau à Malawi, Namibie. Je ne sais pas. Avec Kalumba qui était au niveau Oui. de l'économie, il faisait partie du parti politique de Modeste Bahati, l'AFDC. Exact. Voilà. Moi, je me demande, est-ce que jusqu'à aujourd'hui, les bateaux de Chinchard Les bateaux auraient coulé. Hein. auraient coulé? Est-ce que c'est plutôt les conteneurs qui n'est pas encore arrivé à Kinshasa? Ouais, c'est un peu ça. Or, le chef de l'État a une vision claire. Il suffit juste que ses collaborateurs s'en approprient et les choses vont marcher. Qu'est-ce que le chef de l'État avait préconisé à l'époque? Il fallait plutôt acheter les bateaux de pêche. On a vu ici, le chef de l'État était parti inaugurer la zone économique de Maluku, des choses comme ça. Et on avait construit. Mais est-ce qu'il y a un suivi? La plupart des cas, il y a toujours des détournements ci et là, tout ça. Alors les choses ne semblent pas marcher. D'où, moi, je pense que le chef de l'État doit s'entourer de personnes capables de s'approprier sa vision, mais qui peuvent apporter des idées nouvelles. De vraiment idées très nouvelles, mais qui sont très pratiques, de sorte à rectifier un petit peu la tendance. Sinon, les choses ne vont pas marcher. Alors, ne pas faire confiance beaucoup plus aux gens qui seront recommandés, issus de partis politiques, vous l'avez dit. Nous attendons également le gouvernement de l'Union nationale. Les consultations ont pris fin avec Bérandé Kolongele Cachemire. Pensez-vous que le président Tshisekedi va se détacher des autorités morales, et surtout quand on sait que l'arithmétique politique en RD Congo, elle repose pour ceux qui ont un nombre élevé d'élus nationaux? Mais que veut dire exactement le gouvernement d'union nationale? Le gouvernement d'union nationale fait référence à la mise ensemble de toutes les tendances et de toutes les couches sociales de la population. Ça veut dire qu'on ne doit pas seulement, dans le gouvernement d'union nationale, retrouver les figures venant de partis politiques, mais également on doit retrouver des technocrates, les gens qui viennent, qui n'ont aucun parti politique, mais qui ont un apport à faire. C'est de la société civile, par exemple. La société civile, mais cette société civile, la nôtre, je parle de notre société civile, elle est totalement politisée. Ça, on doit se le dire. Même aujourd'hui, la politique est même dans les églises. Alors, je ne vois pas dans quelle mesure on peut faire confiance à une société politique pour se dire qu'elle est neutre. Il n'y a pas de société civile neutre en RDC. Ça, c'est mon avis. Akash de Georges Kabila, par exemple, à l'époque, nous avions connu Christopher Ngoyi, le coordonnateur national de la société civile de Kinshasa. C'était sans couleur, je pense. Oui, Kabila pensait que c'était proche. On donne toujours l'impression au départ d'être neutre. Et dans les fonds, mais en réalité, en fond, on a une tendance. On a toujours un penchant. Et ça, c'est fréquent. On l'a vu. Le président de la commission nationale, à l'époque, le pasteur Ngoyi Mulunda, qui venait de la société civile. Mais après avoir quitté la CENI, il s'est allié au FCC. Nous avons vu... Il a été débauché alors. On peut débaucher les gens en politique. Vous allez parler du débauchage. Est-ce qu'il ne l'était pas déjà avant? Mais qui peut répondre à une question pareille? Voilà. On a vu le président de la CENI encore, Corneille Nangaa. Vous voyez? Quelqu'un qui venait de la société civile... Non, lui, c'est différent parce que vous lui avez ravi ses carrés miniers. Il n'a pas honte de les dire. Non, il a créé le parti politique. Il a créé un parti politique avant de devenir rebelle. Bon, écoutez, mais c'est reconnu de droit par la Constitution. Il venait de la société civile. Oui, mais c'est reconnu. Hein. Vous êtes de la société civile. Si vous voulez créer votre parti politique,
la Constitution est claire dans ses colonnes. Il faudrait Oui. suivre la procédure. C'est pourquoi je vous dis, alors qu'est-ce qui prouve qu'il n'avait pas de couleur politique avant? Mais c'est juste qu'il s'est caché dans la société civile parce qu'il veut à tout prix briguer un poste. Voyez. C'est dans ce sens que moi je dis, l'union nationale, c'est aussi fédérer autour d'un objectif commun toutes les tendances, même ceux-là qui ne sont pas des politiques. Alors, Michel Michoma, je voudrais vous arrêter, vous demander de fixer la caméra parce que nous avons fini nos minutes. Résumez-vous dans quelques mots pour ceux qui viennent à peine de vous capter sur les ondes. Merci beaucoup. Si je peux me résumer, je dirais, nous sommes en guerre et il faudra qu'il y ait des mesures économiques, conjoncturelles, adaptées à la situation de la guerre. J'ai ici conseillé le fait que les aides à la population déplacée ne doivent pas seulement être des aides statiques, les aides qui peuvent être consommées et juste après, ça disparaît et cette même population revient encore à la demande, mais plutôt nous voulons qu'il y ait des mesures qui accompagnent cette population pour une très bonne intégration dans les environnements qu'ils occupent désormais, de sorte à leur doter des possibilités de se procurer un revenu régulier et cela permettra ce qu'ils deviennent alors un soutien direct aux parentés qu'ils ont laissés dans des environnements occupés jusque-là par le rebelle. Ainsi, au-delà de ça, il y a des mesures telles que la révisitation budgétaire. Il faudra que le budget soit réadapté à la situation, mais également nous voulons que les trains de vie des anciens soient réellement rabaissés, comme le veut le chef de l'État. À propos de l'union du gouvernement d'union nationale, moi je propose, ça c'est mon avis, que le président ne doit pas simplement se fier à ceux qui sont recommandés par des politiques, mais également des technocrates capables d'apporter un plus et qui peuvent facilement s'approprier de la vision du chef de l'État de sorte à rectifier les tirs et lui permettre de réussir ce mandat qui a comme objectif principal l'amélioration du social. Je rappelle que vous êtes Michel Michoma, chef des travaux. L'année prochaine, vous allez soutenir votre thèse. Nous vous disons merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Merci à vous. L'entretien était co-animé par Will Safu. Merci à la grande technique qui nous a accompagnés. Bon dimanche chez vous. On se retrouve très prochainement avec un autre invité pour parler du Congo. À tous et à tous, à très vite.